Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute. 90% des startups échouent. Pas parce que l'idée est mauvaise, pas parce que le fondateur est incompétent, mais parce qu'ils construisent donc quelque chose que personne ne veut. Et si je te disais que tu peux éviter cette erreur fatale? Aujourd'hui, je te dévoile la méthode qui a transformé l'entrepreneuriat moderne, Lean Startup de Eric Ries. Le livre Lean Startup a été écrit par Eric Ries, un entrepreneur américain spécialisé dans l'innovation et la création d'entreprises technologiques. Il l'a rédigé pour partager une nouvelle méthode permettant aux entrepreneurs de créer des entreprises plus efficaces, en testant rapidement leurs idées et en apprenant directement des clients. Son objectif était d'aider les startups et même les grandes entreprises à éviter le gaspillage de temps et d'argent en adoptant une innovation continue basée sur l'expérimentation et l'amélioration constante. Introduction. Dans l'introduction, Eric Ries pose un constat brutal. La majorité des startups échouent, non pas par manque d'intelligence ou de financement, mais parce qu'elles développent donc des produits que personne ne veut réellement. Il explique que le monde de l'entrepreneuriat fonctionne trop souvent sur des hypothèses non vérifiées, des projections optimistes et des plans d'affaires rigides qui ne survivent pas au contact du marché. Pour lui, le véritable problème n'est pas l'échec en soi, mais l'échec inutile, celui qui aurait pu être évité grâce à une méthode plus scientifique. Ries introduit alors une idée centrale. Une start-up n'est pas une petite version d'une grande entreprise. C'est une organisation temporaire conçue pour rechercher un modèle économique viable dans des conditions d'incertitude extrême. Cette définition change tout. Si l'incertitude est au cœur de la start-up, alors la planification traditionnelle devient inefficace. On ne peut pas prédire un marché inconnu avec précision. On doit l'explorer. Il raconte ses propres erreurs d'entrepreneur, avoir investi du temps et de l'énergie à perfectionner des produits sophistiqués qui n'ont pas trouvé leur public. Cette expérience l'amène à comprendre une vérité essentielle. Ce n'est pas la qualité technique d'un produit qui garantit son succès, mais sa capacité à résoudre un problème réel pour un client réel. Trop d'entrepreneurs tombent amoureux de leur solution, au lieu de s'obséder sur le problème. L'introduction pose donc la question fondamentale. Comment transformer l'entrepreneuriat en discipline structurée plutôt qu'en pari risqué? La réponse de Ries est révolutionnaire. Appliquer la méthode scientifique au monde des startups. Chaque idée devient une hypothèse à tester. Chaque produit devient une expérience. Chaque lancement devient une occasion d'apprentissage mesurable. Il insiste sur la notion de apprentissage validé. Le progrès d'une start-up ne se mesure pas en nombre de fonctionnalités développées, ni en heures travaillées, mais en connaissances vérifiées sur le comportement des clients. Apprendre ce que les clients veulent réellement et ce qu'ils refusent devient la véritable unité de performance. Enfin, l'introduction prépare le terrain pour le concept majeur du livre, l'innovation continue. Dans un monde où les marchés évoluent rapidement, les entreprises qui survivent ne sont pas celles qui planifient le mieux, mais celles qui apprennent le plus vite. La capacité à tester, mesurer et ajuster rapidement devient un avantage stratégique décisif. En résumé, l'introduction de Lean Startup nous invite à abandonner l'illusion du contrôle parfait et à adopter une posture d'expérimentation permanente. Elle transforme l'échec en outil d'apprentissage, l'incertitude en opportunité stratégique et l'entrepreneuriat en processus rigoureux plutôt qu'en simple intuition. Chapitre 1. Dans le premier chapitre, Eric Ries commence par renverser une idée reçue. Une start-up ne se définit ni par sa taille, ni par son secteur d'activité, ni par son niveau de technologie. Une start-up est avant tout une organisation humaine conçue pour créer un nouveau produit ou service dans un contexte d'incertitude extrême. Cette définition est essentielle car elle déplace le centre de gravité de l'entrepreneuriat. Le véritable défi n'est pas de gérer une entreprise stable, mais d'apprendre à naviguer dans l'inconnu. Ries explique que l'incertitude change totalement les règles du jeu. Dans une grande entreprise installée, les processus sont optimisés, les clients sont connus, les marchés sont relativement prévisibles. Mais dans une start-up, rien n'est confirmé. Le client n'est pas clairement identifié. Le besoin réel n'est pas validé. Le modèle économique est hypothétique. Autrement dit, tout repose sur des suppositions. Il raconte son expérience personnelle avec sa propre entreprise technologique. Son équipe était composée d'ingénieurs brillants. Ils développaient rapidement des fonctionnalités innovantes. Ils travaillaient sans relâche. Pourtant, malgré toute cette énergie, le produit ne décollait pas. Pourquoi?
Parce que l'équipe confondait activité et progrès. Ils produisaient beaucoup, mais ils n'apprenaient pas ce qui comptait réellement, ce que les clients voulaient vraiment. Cette confusion est au cœur du chapitre. Dans une start-up, travailler dur ne garantit rien. Produire davantage ne signifie pas avancer. Le seul véritable progrès possible est l'apprentissage validé, c'est-à-dire la connaissance obtenue à partir du comportement réel des clients et non des suppositions internes. Ries insiste sur une idée fondamentale. L'entrepreneuriat est une forme de management. Ce n'est pas du chaos créatif, ce n'est pas de l'improvisation permanente. C'est une discipline qui nécessite des principes clairs. Beaucoup pensent que les startups doivent fonctionner sans structure pour rester flexibles. Mais selon lui, l'absence de méthode crée surtout du gaspillage. Il rejoint en cela une pensée proche de celle de Peter Drucker, qui affirmait que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Mais pour créer l'avenir de manière efficace, il faut une approche organisée. On ne peut pas se contenter d'espérer que le marché adoptera notre idée. Un exemple concret permet de comprendre cette logique. Imagine une start-up qui développe une application éducative révolutionnaire. L'équipe passe des mois à ajouter des fonctionnalités sophistiquées, suivi personnalisé, intelligence artificielle, tableau de bord complexe. Tout semble impressionnant, mais après le lancement, les utilisateurs s'inscrivent, puis abandonnent rapidement. Le problème n'était pas la technologie. Le problème était que l'équipe n'avait jamais vérifié si les utilisateurs avaient réellement besoin de toutes ces fonctionnalités ou s'ils cherchaient simplement une solution simple et rapide. Le chapitre montre que la mission première d'une start-up n'est pas de livrer un produit parfait, mais de découvrir un modèle viable. Cette découverte passe par l'expérimentation. Chaque initiative doit être pensée comme un test. Chaque décision doit permettre d'apprendre quelque chose de mesurable sur les clients. Ries critique également la culture du plan d'affaires traditionnel. Dans un environnement incertain, planifié sur plusieurs années avec des prévisions détaillées relève souvent de la fiction. Comme l'a dit le stratège militaire Helmut von Moltke, aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi. Dans le cas d'une start-up, l'ennemi n'est pas une armée, mais la réalité du marché. Ainsi, le premier chapitre pose les bases philosophiques du livre. Il nous apprend que l'incertitude n'est pas un obstacle, mais une condition naturelle de l'innovation. Il nous enseigne que le véritable rôle de l'entrepreneur est d'organiser l'apprentissage. Il nous rappelle que la passion et le travail acharné ne suffisent pas sans validation externe. En profondeur, ce chapitre change notre regard sur l'échec. L'échec n'est plus un drame personnel. Il devient une information. Ce qui est dangereux, ce n'est pas de se tromper. C'est de se tromper longtemps sans le savoir. En résumé, ce premier chapitre transforme l'entrepreneuriat en discipline d'apprentissage. Il montre que la start-up est une machine à découvrir. Et plus cette machine apprend vite, plus elle augmente ses chances de survie dans un monde incertain. Chapitre 2. Dans ce deuxième chapitre, Eric Ries développe une idée centrale. Le véritable progrès d'une start-up ne se mesure pas au travail accompli, mais à l'apprentissage validé. Cette notion est le cœur intellectuel de toute la méthode Lean. Une start-up avance réellement uniquement lorsqu'elle apprend quelque chose de concret et vérifiable sur ses clients. Ries commence par dénoncer une illusion fréquente, l'illusion de productivité. Dans beaucoup de jeunes entreprises, les équipes travaillent intensément. Elles développent des fonctionnalités, améliorent le design, optimisent le code, préparent des présentations. Tout semble avancer. Pourtant, malgré cette activité intense, la start-up peut rester immobile si elle ne vérifie pas une chose essentielle. Est-ce que les clients veulent réellement ce produit? Il explique que toute start-up repose sur des hypothèses. Il y a l'hypothèse de valeur. Est-ce que ce produit apporte réellement une solution utile à un problème concret? Et il y a l'hypothèse de croissance. Est-ce que de nouveaux clients viendront naturellement utiliser ce produit? Ces hypothèses doivent être testées le plus tôt possible. Les ignorer revient à construire un bâtiment sur des fondations incertaines. Ries insiste sur le fait que les entrepreneurs ne doivent pas tomber amoureux de leurs idées, mais de la vérité. Or, la vérité ne se trouve pas dans les réunions internes, ni dans les sondages abstraits. Elle se révèle dans le comportement réel des utilisateurs. Prenons un exemple concret. Imagine une start-up qui lance une plateforme de formation en ligne. L'équipe pense que les étudiants veulent des vidéos longues et détaillées. Elle investit donc du temps et de l'argent pour produire des cours très complets. Mais après le lancement, les données montrent que les utilisateurs arrêtent la vidéo après quelques minutes. Cette observation n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Elle révèle que les clients préfèrent peut-être des contenus courts, pratiques et ciblés. Si l'équipe accepte cette réalité et ajuste son produit, elle progresse réellement. Ries s'oppose ici à la culture traditionnelle du succès apparent. Il met en garde contre les métriques de vanité,
Ces chiffres flatteurs qui donnent l'impression de réussite sans prouver une réelle adoption. Par exemple, avoir beaucoup d'inscriptions gratuites ne signifie pas que les utilisateurs trouvent le produit indispensable. Ce qui compte, c'est l'engagement réel, la rétention, la volonté de payer. Le chapitre introduit également l'idée que l'expérimentation doit être rapide. Plus une start-up tarde à tester ses hypothèses, plus elle gaspille des ressources. L'expérimentation permet de réduire l'incertitude progressivement. Chaque test est une question posée au marché. Chaque réponse rapproche l'entreprise d'un modèle viable. Cette approche transforme l'entrepreneuriat en discipline scientifique. Comme l'expliquait déjà le philosophe Karl Popper, une théorie ne vaut que si elle peut être testée et éventuellement réfutée. De la même manière, une idée entrepreneuriale n'a de valeur que si elle peut être confrontée à la réalité. Ries montre que l'échec intelligent est préférable au succès illusoire. Découvrir rapidement qu'une hypothèse est fausse permet de corriger la trajectoire. En revanche, continuer longtemps sur une mauvaise direction peut être fatal. Ainsi, ce chapitre approfondit la logique amorcée au début du livre. L'objectif d'une start-up n'est pas de produire plus, mais d'apprendre plus vite. L'apprentissage validé devient la véritable unité de mesure du progrès. En conclusion, le chapitre 2 nous enseigne que la clé de la réussite entrepreneuriale réside dans la confrontation honnête avec le marché. Ce n'est pas la quantité d'efforts qui garantit le succès, mais la qualité des enseignements tirés de l'expérience réelle. Une start-up qui apprend rapidement transforme l'incertitude en avantage stratégique. Chapitre 3. Dans ce troisième chapitre, Eric Ries introduit l'un des concepts les plus célèbres du livre, le produit minimum viable, souvent appelé MVP. Après avoir expliqué que le progrès d'une start-up se mesure par l'apprentissage validé, il montre ici comment provoquer cet apprentissage de manière concrète, rapide et stratégique. L'idée est simple mais contre-intuitive. Au lieu de passer des mois à perfectionner un produit complet, il faut lancer la version la plus simple possible, permettant de tester une hypothèse essentielle. Le MVP n'est pas un produit bâclé, ce n'est pas un travail négligé. C'est un outil d'apprentissage. Son objectif n'est pas de satisfaire tout le monde, mais de recueillir des informations fiables sur le comportement réel des premiers utilisateurs. Ries insiste sur une vérité inconfortable. Les entrepreneurs surestiment souvent ce que les clients attendent. Ils ajoutent des fonctionnalités qu'ils jugent indispensables, alors que les utilisateurs recherchent parfois quelque chose de beaucoup plus simple. En développant trop longtemps en interne, l'équipe prend le risque de s'éloigner de la réalité du marché. Le MVP agit comme un test rapide qui confronte immédiatement l'idée à la vérité extérieure. Un exemple concret illustre parfaitement cette logique. Une start-up souhaite lancer une plateforme de livraison innovante avec un système automatisé complexe. Plutôt que d'investir massivement dans la technologie dès le départ, l'équipe pourrait commencer par un service manuel, prendre les commandes par message, coordonner les livraisons de manière artisanale, observer les réactions des clients. Si les utilisateurs apprécient réellement le service, la technologie pourra ensuite être développée pour optimiser le processus. Si la demande n'est pas au rendez-vous, l'équipe aura économisé du temps et des ressources. Ries explique également que le MVP permet de tester les hypothèses fondamentales. Les clients ont-ils réellement le problème identifié? Sont-ils prêts à adopter une solution nouvelle? Sont-ils prêts à payer? Ces questions doivent recevoir des réponses basées sur des faits, non sur des intuitions. Il met en garde contre la peur de l'imperfection. Beaucoup d'entrepreneurs hésitent à lancer une version simplifiée, par crainte de nuire à leur image. Pourtant, dans un environnement incertain, attendre la perfection peut être plus risqué que d'oser l'expérimentation. Comme le disait le philosophe Voltaire, le mieux est l'ennemi du bien. Chercher le produit idéal peut empêcher de découvrir ce qui fonctionne réellement. Le chapitre montre aussi que le MVP n'est pas une fin en soi. Il s'inscrit dans un cycle continu. Construire, mesurer, apprendre. Chaque version testée apporte des données précieuses. Chaque réaction client devient une source d'enseignement. Ce processus répété réduit progressivement l'incertitude et rapproche l'entreprise d'un modèle durable. En profondeur, ce chapitre enseigne une leçon stratégique majeure. La rapidité d'apprentissage est plus importante que la complexité initiale du produit. Une start-up qui teste tôt et ajuste rapidement augmente considérablement ses chances de survie. À l'inverse, une entreprise qui développe longuement sans validation risque de découvrir trop tard que son marché n'existe pas. En résumé, le troisième chapitre transforme la manière de concevoir le lancement d'un produit. Il invite l'entrepreneur à passer de la logique de perfection à la logique d'expérimentation. Le produit minimum viable devient ainsi l'outil central pour transformer les idées en connaissances concrètes et les hypothèses en décisions éclairées. Chapitre 4.
Dans ce 4e chapitre, Eric Ries approfondit la logique du MVP en introduisant le cœur opérationnel de la méthode Lean, la boucle construire, mesurer, apprendre. Après avoir expliqué qu'une start-up doit tester rapidement ses hypothèses, il montre ici comment organiser ce processus de manière structurée et continue. L'idée centrale est puissante. Une start-up n'avance pas en ligne droite. Elle progresse par cycles successifs d'expérimentation. On construit une version du produit, on mesure la réaction réelle des utilisateurs, puis on apprend de ces résultats pour décider de la prochaine action. Cette boucle doit être la plus rapide possible, car la vitesse d'apprentissage devient l'avantage compétitif majeur. Ries insiste sur un point fondamental. Le temps entre l'idée et le retour réel du marché doit être réduit au maximum. Plus ce cycle était long, plus l'entreprise gaspille des ressources dans une direction potentiellement erronée. À l'inverse, une boucle courte permet de corriger rapidement les erreurs et d'ajuster la stratégie avant que les conséquences ne deviennent coûteuses. Prenons un exemple concret. Une start-up développe une application de gestion financière personnelle. Elle lance une première version simplifiée avec une seule fonctionnalité clé, le suivi automatique des dépenses. Après quelques semaines, elle analyse les données. Elle découvre que les utilisateurs téléchargent l'application, mais ne l'utilisent pas régulièrement. Plutôt que d'ajouter immédiatement de nouvelles fonctionnalités, l'équipe cherche à comprendre ce comportement. Peut-être que l'interface est trop complexe. Peut-être que la valeur perçue n'est pas suffisamment claire. L'apprentissage tiré de cette observation orientera la prochaine version. Ce chapitre met aussi en lumière un danger fréquent: mesurer les mauvaises choses. Beaucoup d'entreprises accumulent des données sans savoir ce qu'elles signifient réellement. Ries distingue implicitement les indicateurs qui éclairent une décision stratégique de ceux qui rassurent simplement l'ego. Une métrique utile doit permettre de décider, continuer dans la même direction ou ajuster la trajectoire. La boucle. Construire, mesurer, apprendre transforme la start-up en laboratoire vivant. Chaque fonctionnalité devient une expérience. Chaque campagne marketing devient un test. Chaque réaction client devient une information stratégique. Cette approche rejoint l'esprit scientifique décrit par Francis Bacon, pour qui la connaissance progresse par observation et expérimentation, plutôt que par simple spéculation. Ries souligne également que l'apprentissage doit être validé par des comportements réels, non par des déclarations d'intention. Les clients peuvent dire qu'ils aiment une idée, mais leur comportement effectif révèle la vérité. S'ils ne reviennent pas, ne recommandent pas ou ne paient pas, cela signifie que la proposition de valeur n'est pas encore convaincante. En profondeur, ce chapitre enseigne une discipline mentale essentielle: accepter que la première version ne soit qu'une étape vers la compréhension. Il ne s'agit pas de défendre son idée à tout prix, mais de la confronter honnêtement aux faits. En résumé, le 4e chapitre structure la méthode Lean autour d'un cycle dynamique et permanent. Il montre que le succès entrepreneurial ne dépend pas d'une intuition géniale isolée, mais d'une capacité organisée à tester, mesurer et apprendre plus vite que l'incertitude du marché. Chapitre 5. Dans ce 5e chapitre, Eric Ries aborde une question décisive: comment savoir si l'on progresse réellement? Après avoir présenté la boucle construire, mesurer, apprendre, il montre ici que tout dépend de la qualité des mesures utilisées. Mesurer n'a de sens que si les données permettent de prendre des décisions stratégiques claires. Ries explique que beaucoup de startups tombent dans le piège des indicateurs flatteurs. Elles se réjouissent d'un grand nombre d'inscriptions, de téléchargements ou de visites sur leur site. Pourtant, ces chiffres peuvent donner une illusion de succès, sans prouver que le produit crée une valeur durable. Une entreprise peut attirer l'attention sans réussir à fidéliser ou à convaincre les clients d'utiliser réellement son service. Le chapitre introduit alors une idée essentielle: il faut des indicateurs actionnables, c'est-à-dire des données capables d'orienter une décision concrète. Une bonne mesure doit permettre de comprendre si une hypothèse fonctionne ou non. Si une modification du produit entraîne une amélioration mesurable du comportement des utilisateurs, alors l'entreprise apprend. Sinon, elle doit ajuster sa stratégie. Prenons un exemple concret. Une plateforme d'apprentissage en ligne observe une augmentation importante des inscriptions après une campagne publicitaire. À première vue, cela semble positif. Mais en analysant plus finement les données, l'équipe constate que la majorité des nouveaux inscrits abandonnent après quelques jours. Cette information change tout. Elle révèle que l'acquisition fonctionne, mais que la proposition de valeur ou l'expérience utilisateur pose problème. Grâce à cette analyse, l'entreprise peut concentrer ses efforts sur l'amélioration de l'engagement plutôt que sur l'augmentation des dépenses marketing. Ries insiste également sur la nécessité de comparer les données dans le temps. L'objectif n'est pas seulement d'accumuler des chiffres, mais de comprendre l'évolution.
Une amélioration doit être mesurable et reproductible. Sinon, il est impossible de distinguer un progrès réel d'une fluctuation aléatoire. Ce chapitre rejoint une idée exprimée par le statisticien W. Edwards Deming, selon laquelle, sans données, vous n'êtes qu'une personne avec une opinion. Dans un environnement d'incertitude, les décisions doivent aller s'appuyer sur des faits observables, plutôt que sur des intuitions internes. En profondeur, Ries montre que la mesure est un outil de vérité. Elle protège l'entreprise contre l'auto-illusion. Elle empêche les équipes de se raconter des histoires rassurantes. Elle impose une confrontation honnête avec la réalité du marché. Ainsi, le 5e chapitre enseigne une discipline stratégique majeure. Choisir les bons indicateurs pour transformer l'expérimentation en connaissances utiles. Sans mesure pertinente, la boucle. Construire, mesurer, apprendre perd son efficacité. Avec des indicateurs actionnables, la start-up peut ajuster sa trajectoire avec précision et réduire progressivement l'incertitude. Chapitre 6. Dans ce 6e chapitre, Eric Ries explore un concept central pour la survie des start-up: pivoter ou persévérer. Après avoir montré l'importance de l'apprentissage validé et des indicateurs actionnables, il explique comment utiliser ces connaissances pour prendre des décisions stratégiques critiques. Chaque cycle de la boucle: construire, mesurer. Apprendre révèle si la direction choisie est correcte ou si elle doit être ajustée. Ries définit le pivot comme un changement fondamental de stratégie tout en conservant la vision initiale. Il ne s'agit pas d'abandonner une idée au premier obstacle, mais de modifier un ou plusieurs éléments essentiels du modèle économique pour mieux répondre aux besoins réels du marché. Le pivot peut concerner le produit, le segment de clients ciblé, la technologie utilisée, ou même la manière de monétiser le service. Un exemple concret illustre ce principe. Une start-up développe un outil de gestion de projet en ligne, mais constate que les petites entreprises ne sont pas intéressées par son produit complexe. Après analyse, elle réalise que les indépendants ou freelance trouvent davantage de valeur dans une version simplifiée. Plutôt que d'insister sur le marché initial, l'équipe pivote vers ce nouveau segment, ajuste le produit et améliore ses chances de succès. Cette décision, basée sur l'apprentissage validé, est beaucoup plus efficace que de persévérer aveuglément. Ries insiste sur le fait que savoir quand pivoter est aussi important que savoir comment pivoter. Un pivot trop tôt peut gaspiller des ressources, mais un pivot trop tard peut mener à l'échec. L'entrepreneur doit rester attentif aux signaux réels du marché: engagement des clients, rétention, adoption du produit et volonté de payer. Ces données permettent de prendre une décision éclairée. Il souligne également que pivoter ne signifie pas abandonner la vision. La vision reste le guide, mais les hypothèses opérationnelles sont ajustables. C'est ce qui distingue une start-up agile d'une entreprise figée: la capacité à apprendre rapidement et à transformer les connaissances en actions stratégiques. Le chapitre met enfin en avant l'importance de la culture d'expérimentation. Les équipes doivent être préparées à voir les hypothèses invalidées, non comme des échecs, mais comme des informations précieuses. Comme l'a dit Thomas Edison à propos de l'invention de l'ampoule: « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Chaque pivot est donc une étape vers la compréhension et vers un produit réellement viable. En résumé, le chapitre 6 montre que la survie d'une start-up dépend de sa capacité à reconnaître les signes du marché et à ajuster sa stratégie rapidement. Le pivot devient un outil de croissance et d'adaptation, et persévérer n'est vertueux que lorsqu'il est soutenu par un apprentissage validé. La décision éclairée entre pivoter ou persévérer est ce qui distingue les start-up qui échouent de celles qui réussissent. Chapitre 7. Dans ce 7e et dernier chapitre, Eric Ries élargit la perspective en montrant comment les principes du Lean Startup peuvent s'appliquer au-delà des jeunes entreprises pour transformer l'innovation dans des organisations de toute taille. Après avoir présenté les concepts de MVP, d'apprentissage validé et de pivot, il s'intéresse à l'innovation continue, essentielle pour survivre dans un marché en perpétuelle évolution. Ries insiste sur le fait que même les grandes entreprises doivent fonctionner comme des start-up à l'intérieur. Les structures établies, les hiérarchies lourdes et les procédures rigides ralentissent l'expérimentation et la prise de décision rapide. Or, l'avantage concurrentiel ne vient pas de la taille ou de l'expérience passée, mais de la capacité à apprendre plus vite que les autres et à ajuster ses produits ou services en fonction du marché réel. Il propose d'implanter ce qu'il appelle des unités de start-up internes, de petites équipes autonomes qui expérimentent avec la même discipline qu'une start-up indépendante. Ces équipes testent des hypothèses, mesurent des résultats et pivotent, si nécessaire,
tout en restant aligné sur la vision globale de l'entreprise. Cette approche permet d'injecter agilité et innovation dans des organisations qui autrement risqueraient de stagner. Un exemple concret, une entreprise technologique bien établie souhaite développer un nouveau service pour les jeunes utilisateurs. Plutôt que de lancer le produit via le département principal avec des cycles de développement longs, elle crée une équipe restreinte qui travaille en cycle court, teste rapidement des prototypes avec de vrais utilisateurs et ajuste le service en continu. Le résultat est une innovation plus rapide, mieux adaptée aux besoins réels et moins coûteuse en ressources. Rhys souligne également l'importance de la culture d'apprentissage. L'entreprise doit encourager l'expérimentation, valoriser les données sur les comportements réels et accepter que l'échec ponctuel soit un outil d'enseignement. Comme le disait le philosophe John Dewey, nous ne croyons pas ce que nous ne pouvons expérimenter. Chaque test, chaque pivot devient ainsi une opportunité de connaissance et de progrès. Le chapitre conclut en rappelant que la méthode Lean ne se limite pas à la création de start-up. Elle est une philosophie applicable à toute organisation qui cherche à innover de manière systématique, à réduire le gaspillage et à maximiser l'apprentissage. Le succès durable n'est plus une question de chance ou de planification parfaite, mais de discipline, de cycle rapide d'apprentissage et de réactivité face à la réalité du marché. En résumé, le chapitre 7 élargit la portée du Lean Startup en montrant comment ces principes peuvent transformer l'innovation dans tous les contextes. Il insiste sur l'importance de la culture, de l'agilité et de l'expérimentation continue, rappelant que la survie et la réussite dépendent de la capacité à apprendre plus vite que ses concurrents et à adapter sa stratégie en permanence. Conclusion. En résumé, Lean Startup nous apprend que l'échec n'est pas une fatalité, mais une source d'apprentissage. La clé du succès n'est pas de travailler plus, mais d'apprendre plus vite que le marché. Tester, mesurer, pivoter et ajuster devient la véritable stratégie gagnante pour toute start-up ou entreprise innovante. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de nos résumés puissants et pratiques de livres qui transforment la vision entrepreneuriale. Like la vidéo et partage en commentaire ton idée.